L'invité café vous est présenté par Maruki Duli. Bonjour Maruki. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la reine Pomare IV, dont la commémoration de la disparition est célébrée à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'au 24 septembre à l'Assemblée de Polynésie. Ça va faire 140 ans qu'elle a disparu. Et nous recevons ce matin John Mayday, passionné d'histoire et fin connaisseur de l'histoire des Pomare. Bonjour John Mayday. Yorana. Vous êtes avec nous ce matin pour nous parler de la reine Pomare IV, de ce qu'elle a fait et de qui elle était. Première question, John. Aimata, c'est son nom de naissance, est devenue reine à 13 ans. Quel était le contexte à l'époque? Alors, d'abord, ce nom de Aimata lui a été donné par le roi Tapua de Raiatea. On considérait à cette époque-là que c'était déjà une fille Fa'amu, en quelque sorte. Et le RI de Borbora, qui s'appelait Tapua à ce moment-là, avait fait jurer à Pomare II. Le père de Pomare IV, Pomare II, hein, en l'occurrence. Pomare II, le père de Pomare IV, avait fait jurer donc à ce RI que si il venait avoir une fille, parce qu'il s'était marié à Teritoiteraï, fille de Tomato, Teritoiteraï, qui s'appelle aussi Teremoimoe, et il lui a fait promettre que si jamais c'était une fille, ce serait donc le nom de Aimata. C'est comme ça qu'elle a porté ce nom. Alors, Aimata, effectivement, oui, c'est Aimata né en février 1813, dans un contexte agité. Il ne faut pas oublier que Pomare II n'avait pas encore retrouvé toute sa puissance. Il était toujours comment dirais-je, réfugié à Moorea. Et ici à Tahiti, c'était plutôt la coalition menée par Opuhara, Tahiti était en paix à cette époque-là, mais Pomare II avait toujours, depuis 8 ans, cherché à retrouver son trône qu'il avait perdu en 1808. Ce qui veut dire que Pomare II n'était pas roi de tout le royaume de la Polynésie, entre guillemets. Ah non. Pomare, le fief de Pomare regroupait Tahiti, Moorea, Maiao, comme l'île de Tetiaroa, bien sûr, Mehetia, et quelques îles, beaucoup d'îles des Tuamotu. Et certaines îles australes, comme Tubuai, par exemple, et Reivava, qui avaient des conventions avec Pomare. Et Pomare IV devient reine à l'âge de 13 ans. Oui, elle devient reine à la mort de son frère. Ce n'était pas prévu parce que c'était son frère qui était roi, oui, Pomare III. Oui, à la mort de Pomare II en 1821, le jeune prince n'avait qu'un an. Et donc ils étaient les missionnaires en tous les cas qui étaient les comment dirais-je, les accompagnateurs, ceux qui avaient un grand pouvoir sur le RI Pomare II. Eh ben, ils avaient attendu quand même que ce prince soit en mesure de prendre conscience des événements. Et donc, ils ont jugé que ce garçon très intelligent, parce qu'il a été élevé à ce qu'on appelle à l'époque l'université de Afraitu, il était élevé avec les enfants missionnaires, et il semblait être un garçon très intelligent, très en avance sur son temps. Et donc, à 3 ans, ils avaient estimé que ce garçon était capable de connaître, de savoir qui il était, où il allait, qu'il était vraiment RI, qu'il avait conscience de la grandeur de son titre, comme un enfant pouvait l'être. Mais c'était urgent aussi de trouver un roi le plus rapidement possible. Et c'est comme ça qu'il a été couronné roi. Et pour Pomare IV, donc, à la mort de son frère qui devient reine, ce n'était pas prévu. Ah non, pas du tout. Et donc, du coup, comment elle a abordé ses responsabilités? C'était prévu, puisque c'est dans l'ordre des choses. C'est-à-dire, si le prince disparaissait, c'est automatiquement sa sœur qui serait reine. Mais personne ne pouvait penser à cette époque-là que le malheur allait s'abattre sur la famille Pomare de telle manière, parce que le garçon est mort à 7 ans de dysenterie. Et il faut dire qu'il était un petit peu de santé fragile. Il était déjà de santé fragile. Et à sa mort, à 7 ans, il était l'enfant prédisposé pour être roi. Il aurait pu être, je crois, un grand RI pour Tahiti. Et là, par la force des choses, on est obligé de faire appel à la reine pour la couronner. Alors, toutes ces discussions sont passionnantes, John Mayday, mais le temps passe tellement vite. On parle désormais du règne de la reine Pomare IV. 50 ans de règne, le plus long, tout simplement, du royaume de Tahiti. Qu'est-ce qu'il faut retenir?
D'après vous, qu'est-ce qu'il faut retenir? Alors, beaucoup de choses, Mais je vous écoute. Je pense que avec justement l'entrée de la reine et puis lorsqu'elle est montée sur le trône de Tahiti, ce qu'il faut retenir, c'était l'influence des Anglais par rapport donc aux Tahitiens, mais c'est aussi le début de la perte de notre culture ou bien de la langue aussi, non? Dites-nous en plus, John. Non, faut pas. Attention, il nous reste 3 minutes, ça passe assez rapidement. Mais c'est vous qui organisez votre... Les Britanniques, Alors, les Français. Ce qui est amusant avec vous, c'est que vous nous demandez de raconter... Attendez, laissez-moi parler. Vous me demandez de raconter l'histoire de la reine Pomare IV qui a régné pendant 50 ans et vous me dites il nous reste 3 minutes. Attendez, ok, d'accord, qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse? John, la relation avec les Britanniques, les Français, la reine Pomare IV, comment est-ce qu'elle a géré ça? Terrible, ça a été dur, puisque d'abord elle commet l'irréparable erreur d'avoir suivi les conseils de son conseiller principal, qui était George Pritchard, et donc pour expulser les prêtres catholiques hors de Tahiti, qui avaient les catholiques, les prêtres qui venaient de convertir totalement les Gambiers. Pritchard qui est britannique, on le rappelle, pour les auditeurs qui ne connaissent pas. Oui, il est consul en même temps consul britannique. Et donc, à cette époque-là, les catholiques qui avaient converti les Gambiers ont décidé de venir convertir aussi l'île de Tahiti. Mais c'était le fief des protestants. Et naturellement, Pritchard, qui était protestant et qui détestait fondamentalement les catholiques, a dit « niet ». Il faut les expulser. C'est la grande erreur. Justement, c'est la grande erreur et s'en est suivi ensuite. C'est la grande erreur, elle les expulse. Ce sont des citoyens français qui ont été maltraités par la République tahitienne et donc la France était en droit, en quelque sorte, de demander réparation. Et la chose aurait pu s'arrêter là. Parce que, effectivement, Dupuy-Tutoir est arrivé, a obligé la reine à reconnaître ses torts, mais a signé un document comme quoi les Français, dorénavant, n'allaient plus être maltraités. Malheureusement, toujours sous l'influence de Pritchard, la reine Pomare IV va continuer à laisser les Français se faire maltraiter et ça va déboucher sur l'annexion de 1842, la guerre franco-tahitienne de 1844 à 47 et quand elle reprendra le pouvoir, elle n'a plus de pouvoir. Et justement, quand elle reprendra le pouvoir, elle n'a plus de pouvoir pendant 30 ans en fait. Elle a continué à régner avec la France qui finalement était aux affaires du pays. Ah oui, totalement. Comment ça s'est passé alors? Disons qu'avec douceur, c'était une période difficile peut-être sans doute pour la reine parce qu'elle savait qu'elle n'avait plus son pouvoir, donc elle a passé la majeure partie de son temps à lutter pour essayer de se maintenir plus ou moins avec le courant fort de l'époque, c'est-à-dire le courant du colonialisme, de la colonisation. Son grand mérite, c'est d'avoir pu résister, mais pendant ce temps-là, elle était plus occupée à s'occuper de ses affaires de famille, de régler les problèmes qu'elle avait avec ses enfants, qui n'étaient pas les plus sages du monde. Bien au contraire, lui Pomare V, ses frères, qui étaient, disons, les grands donjons et voyous, entre parenthèses, de l'époque, et la reine était obligée de supporter tout ça. Fin de règne, pour moi, de la reine Pomare IV, femme qui a beaucoup souffert, beaucoup souffert. Et elle est morte d'une crise cardiaque en toute discrétion? Alors, je pense que quand on lit les mémoires de Marab, c'est beaucoup plus grave que ça. On pense que c'est un AVC ou une crise cardiaque, mais qui ne serait pas arrivé simplement parce qu'elle mangeait trop, qui serait sans doute arrivé parce que 15 jours plus tard, elle a eu une altercation avec un de ses fils. Et d'après la mémoire de Marau, elle aurait été maltraitée par son propre fils, battue, entre parenthèses, parce que quand on l'a trouvé le jour de sa mort, le 17 septembre, on lui a trouvé effondré à côté du bassin. La reine, la mère de Marau, est venue tout de suite pour s'en occuper, et quand elle a déshabillé la reine, tout un côté de la reine était noir, tuméfié, signe sans doute, non pas de la chute qu'elle aurait eue, mais certainement de quelque chose de ce... Et je pense que la reine a dû souffrir, et le martyre physique, mais surtout l'idée d'avoir été maltraitée par ses propres enfants. L'a anéanti. Je pense que ça l'a achevé, d'autant plus qu'elle venait de perdre son fils Tamatoa qui a été destitué. Pas oublier qu'elle était destituée pour avoir tué un inspecteur des impôts à Raiatea. Ensuite, la fille de Tamatoa, qui était la femme de la reine, qui était son enfant, sa moto préférée, meurt de tuberculose. La voilà. Et avec ça en plus, c'est une fin de vie
pas très heureuse, je dirais. Et on retiendra que la vie, tout simplement, de la reine Pomare IV n'a pas été facile. 50 ans de règne et puis un événement à l'Assemblée de Polynésie à partir d'aujourd'hui et puis jusqu'au 24 septembre. L'hommage rendu donc à la reine pour la commémoration des 140 ans de sa disparition. Merci beaucoup, John Mayday. Malgré tout ce que je viens de dire, il ne faut pas oublier que les Polynésiens, dans leur mémoire, ont gardé quand même une affection particulière pour cette femme. Merci beaucoup, John Mayday. On vous souhaite une belle journée. Merci d'avoir bien favorablement répondu à notre invitation.